Province du Sud, autonomie, l'enjeu est-il juridique? Effectivement, comment est-ce qu'on peut opérer les accords, les contrats, les conventions entre à la fois internationales, bilatérales, régionales, pour pouvoir opérer? Le souligne et le confirme le discours royal, nous ne sommes pas, personne ne peut être dans une logique de gagnant ou de perdant. À savoir Maroc, Algérie, Polisario et Mauritanie, est-ce qu'ils sont face à une loi qu'ils se devront de respecter? Le Conseil de sécurité, à l'unanimité, personne ne s'est opposé à la résolution. Et cette résolution, est-ce que c'est un vote, la consécration du droit international? Donner une proposition sur le principe de l'autonomie régionale proposée par le Royaume du Maroc. Cela est clair, net et précis. En tout cas, pour les Marocaines et les Marocains, c'est la consécration du droit international. Est-ce que du coup, il est envisageable potentiellement que les parties prenantes comme l'Algérie et le Polisario décident de ne pas participer? C'est se mettre à l'extérieur de la légalité internationale que de refuser de participer au dialogue qui a été imposé. Bienvenue dans votre émission de débat 7e Sens, format de débat dédié essentiellement d'ailleurs à donner du sens au sens, avec un invité aujourd'hui, j'allais dire sensé, avant de le présenter. Omar Benjeloul, je rappelle, avocat, docteur en droit international, doctorant à l'Institut des études politiques à Aix-en-Provence dans le sud de la France en politique de régionalisation, et je rappelle également auteur de plusieurs travaux académiques sur les questions territoriales, ce qui nous importe d'ailleurs aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité à ce débat 7e Sens, l'ODJ, bien sûr toujours pour coller à l'actualité. Province du Sud, au surlendemain, parce que ça fait pratiquement un mois que cette résolution 2797 a été votée et validée par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce modèle d'autonomie, avec une mise à jour qui est en cours, d'ailleurs, parce que je rappelle que les principaux partis politiques ont remis des mémorandums au Conseil du souverain pour donner leur point de vue et leurs propositions. Donc, thématique de l'émission aujourd'hui, Province du Sud, autonomie, l'enjeu est-il juridique? Beaucoup considèrent qu'il est politique, mais est-ce qu'il est avant tout juridique? Effectivement, le droit est souvent au service du politique. Quel est le sens politique de l'histoire? C'est éventuellement la paix régionale, le développement régional, parce qu'effectivement, il y a un coût du non-Maghreb qui se ressent dans les États fondateurs du Maghreb, malgré, bien évidemment, la vitesse que connaît le Maroc en matière de développement, mais il existe tout de même un coût du non-Maghreb qui, justement, à cause de l'atteinte à l'intégrité territoriale marocaine, est effectivement assez coûteux pour l'ensemble des pays de la région. Donc effectivement, le droit, la norme, est une réponse justement à ce sens politique. Donc effectivement, comment est-ce qu'on peut opérer les accords, les contrats, les conventions entre à la fois internationales, bilatérales, régionales, pour pouvoir opérer ce sens justement de paix, ce sens de développement et de sécurité dans la région. D'où l'importance fondamentale du droit et donc de la réponse juridique, de la réponse normative à la question territoriale et internationale du Sahara marocain. Est-ce que ça veut dire que cette résolution, que d'ores et déjà qui a été catégorisée historique, 2797, est une résolution qui est avant tout juridique? C'est-à-dire que les juristes comme vous, considèrent que lorsqu'une résolution est votée par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une résolution, c'est comme une loi en fait. Et qui dit loi, dit contraignante. Oui. Parce que d'autres considèrent effectivement qu'il y a aussi des résolutions qui ne sont pas forcément contraignantes. Est-ce que cette résolution 2797 s'inscrit dans le fait qu'elle soit contraignante et que c'est une loi et que du coup, toutes les parties prenantes qui ont été parfaitement identifiées, voire réidentifiées, à savoir Maroc, Algérie, Polisario et Mauritanie, est-ce qu'ils sont face à une loi qu'ils se devront de respecter? Absolument, la résolution est une norme qui attend à être effective. Et aujourd'hui, effectivement, comme le souligne et le confirme le discours royal, nous ne sommes pas, personne ne peut être dans une logique de gagnant ou de perdant. Nous sommes dans une logique de rationalité internationale. La rationalité internationale, aujourd'hui, vous le remarquerez dans les votes du Conseil de sécurité, j'ai ma propre lecture du vote
Conseil de sécurité, à l'unanimité, personne ne s'est opposé à la résolution. Mhm. Personne ne s'est opposé à la résolution par un vote d'opposition à cette résolution. Aucun membre, je dis bien aucun membre ne s'est opposé à cette résolution de par le fait qu'il y a effectivement consensus sur une espèce d'intelligence collective, une espèce de rationalité internationale qui a été travaillée, si j'ose dire, par le Maroc depuis une bonne vingtaine d'années. On se souvient qu'en 2007, par exemple, nous étions, un 11 avril, nous étions tout seuls à proposer à la société internationale une réponse à la revendication territoriale, que j'appellerais une revendication politique sur le territoire, par rapport à la question de l'autonomie. Nous étions tout seuls. Il y a eu même au sein de l'opinion publique marocaine, des élites marocaines, notamment parmi la vieille garde, qui étaient très dubitatifs par rapport à cette proposition qui était effectivement courageuse. Aujourd'hui, nous avons un glissement sémantique assez intéressant. Nous avons une érosion conceptuelle à l'intérieur même du vocabulaire international et du droit international, où ce concept dans lequel nous étions seuls ou solitaires en 2007, après 25 ans, a finalement été inscrit dans le vocabulaire juridique international et dans la norme internationale à travers cette dernière résolution. Je rappelle effectivement que le seul pays, me semble-t-il, pour être très honnête et sensé, qui a soutenu en 2007 la proposition d'autonomie marocaine, qui aujourd'hui fait l'objet d'une mise à jour, est la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, et que les autres pays membres permanents du Conseil de sécurité qui ont soutenu cette résolution et voté le 31 octobre, la soutenaient pas forcément en 2007, en tout cas, ils ne s'étaient pas positionnés. Et cette résolution, est-ce que c'est un vote, la consécration du droit international? Vous, en tant que juriste, parce que bon, voilà, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est la première fois où nous connaissons un pic de rétrécissement de la distance entre la légitimité historique du Maroc sur son territoire saharien et la légitimité du droit international. C'est la première fois où le fossé s'est rétréci entre ces deux légitimités, entre la légitimité historique et la légitimité du droit international, pour la simple raison où l'idée de la souveraineté marocaine sur le territoire saharien, cette souveraineté régalienne, est quelque part consentie par la société internationale dans cette résolution. Et donc, tous les acteurs de ce conflit, vous les avez cités, se doivent de donner un contenu, de par l'alinéa 2 de cette résolution, se doivent de donner un contenu à cette autonomie. C'est pour cela que je disais que, aussi bien dans l'idée, dans le courage, que dans le contenu, nous étions seuls en 2007, sauf qu'aujourd'hui, les Nations Unies demandent à tous les acteurs de donner un contenu. On reprochait au Maroc, justement, que personne ne s'est vu notifier le plan d'autonomie, que le contenu n'est pas forcément conforme aux attentes des différents acteurs, que personne n'a vu cette proposition, etc. Aujourd'hui, cette résolution demande à tous les acteurs à ce qu'ils soient partie prenante de l'élaboration et de l'ingénierie de cette autonomie. Sur la base, je rappelle, effectivement, de la proposition d'autonomie de la souveraineté marocaine, et donc pour aller vers un consensus. D'ailleurs, les principaux acteurs de ce conflit provoqué en 74, que sont le parti du Polisario. J'appelle le Polisario un parti parce que demain, certainement, deviendra-t-il un parti marocain exactement comme n'importe quel autre parti national, ou bien les voisins, nos frères algériens, dans les différentes déclarations, se sont positionnés éventuellement dans le pourquoi pas de répondre à ce processus d'autonomie en mettant sur la table un contenu. Le Maroc a pris sa responsabilité en ayant une idée courageuse, en lui donnant un contenu. Peut-être que ce contenu devrait-il être discuté par les différents acteurs. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les Nations Unies qui déclarent
que ce contenu doit être travaillé par les acteurs sur la base du principe courageux du Maroc qui a été élaboré en 2007, qui est celui de l'autonomie, et à partir de là, donc, un accord de paix et un accord entre les différentes parties. Est-ce que cette proposition d'autonomie, donc je le rappelle, ça avait été clairement dit par le souverain lors de son discours du 31 octobre dernier, devra être en conformité avec le droit international pour aussi faire en sorte que les différents acteurs qui ont toujours été hostiles ces dernières décennies puissent se dire, voilà, effectivement, cette mise en conformité, c'est le respect du droit international, et moi je me dois aussi, en tant que partie prenante, de respecter le droit international, de respecter cette résolution, et donc du coup de respecter la loi. Est-ce que c'est ça dans l'esprit, dans un premier temps? Parce qu'ensuite on va aller sur le fond, puisque ces deux parties prenantes, en tout cas deux des parties prenantes, sont d'ores et déjà exprimées. L'Algérie et le frère Gérard, nous voulant se positionner comme plutôt médiateur et assurer une médiation entre le Maroc et le Polisario. Est-ce que c'est une manière de contourner la loi, qui est cette résolution qui se veut contraignante, déjà dans un premier temps? Omar Megeloul. Alors, l'Algérie est bel et bien citée. Oui. En tant que partie au conflit dans cette résolution. Ça aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler en jargon politique une clarification idéologique. Donc à partir de là, cette clarification par rapport déjà à la définition, à la délimitation de qui sont les acteurs de ce différend, l'Algérie a été citée. Bon, aujourd'hui, mais l'Algérie n'a jamais reconnu le fait qu'elle soit partie prenante. Aujourd'hui, ce sont les Nations Unies qui reconnaissent, et vous savez que la reconnaissance, la notion de reconnaissance en droit international est très importante. Donc c'est la société internationale qui reconnaît l'Algérie en tant qu'acteur, quand bien même l'Algérie s'est toujours dédouanée, malgré les faits, de son soutien, bien sûr, au séparatisme du parti appelé le Polisario. Aujourd'hui, s'il se déclare en tant que médiateur, libre à eux de se... Est-ce que c'est contourner le périmètre juridique? Il est difficile de contourner. Oui. Il est difficile de contourner le périmètre juridique de par le fait que la résolution est très claire. L'Algérie est sollicitée à ce qu'elle puisse donner une proposition sur le principe de l'autonomie régionale proposée par le Royaume du Maroc. Cela est clair, net et précis. À partir de là, effectivement, s'il y a un rôle ex cathedra de la résolution qui peut voilà être dans la médiation et les bons offices entre maghrébins, pourquoi pas? Le Maroc peut aussi être médiateur sur d'autres choses, mais en tout cas, il y a une situation aujourd'hui qui est l'infraction au traité de l'Union du Maghreb arabe dans ses articles 40 ou 41, où quand même un État héberge une milice armée contre un autre État, ce qui est bien sûr une infraction qui devrait éventuellement, dans le cadre de cette médiation, devrait être absolument traitée avant que l'on puisse logiquement et légalement, avant que l'on puisse négocier une convention multilatérale. Partie prenante, donc le Polisario, qui s'est montré un peu silencieux post 31 octobre et vote de cette résolution par le Conseil de sécurité, qui aujourd'hui parle de référendum, d'autodétermination, de consultation des populations locales comme préalable. Il y a les tables rondes, donc la proposition d'autonomie marocaine revue, réajustée et recontextualisée doit être présentée dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais si je ne suis pas devin, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas devin, on ne sait pas trop quand est-ce cette proposition d'autonomie revue et réajustée, et réactualisée va être présentée. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, vous avez dit, la résolution 2797, au-delà de cette dimension historique, en tout cas pour les Marocaines et les Marocains, c'est la consécration du droit international. Est-ce que du coup, il est envisageable potentiellement que les parties prenantes comme l'Algérie et le Polisario décident de ne pas participer à cette première table ronde, à ces cycles de table ronde? Je rappelle que les États-Unis se sont proposés pour accueillir les tables rondes, ça se fera plus en Suisse. Et donc du coup, là, d'un point de vue du droit international, est-ce qu'on peut aussi, quand on est partie prenante et parfaitement identifiée, refuser de participer à des tables rondes?
C'est se mettre à l'extérieur de la légalité internationale que de refuser de participer au dialogue qui a été imposé. Donc là, on revient à l'effectivité juridique et au caractère contraignant de la norme qui a été imposée par la résolution. Donc il y a effectivement une reconduction du mandat de la MINURSO qui a été interprétée juridiquement, non pas comme le fait d'aller vers un référendum, mais tout simplement pour pouvoir maintenir encore la paix sur une échéance d'une année. Donc, est-ce que c'est aussi d'un point de vue juridique, Maître Mabajoul, excusez-moi de vous interrompre, aussi quand on voit de près, moi je vois en théorie, je ne suis pas juriste, je ne suis qu'un modeste et petit journaliste animateur de débat, de se dire qu'effectivement... C'est transversal, mon cher. Oui, mais c'est gentil à vous, résolution contraignante, lorsqu'elle est prise par les Nations Unies, surtout essentiellement par le Conseil de sécurité et par les membres permanents, le maintien de la MINURSO, donc des casques bleus, c'est aussi pour s'assurer de la matérialisation de cette résolution et son application. Oui, tout à fait. Parce que dans les résolutions contraignantes, si elles sont pas respectées par des parties prenantes, c'est ou des sanctions économiques ou l'envoi de forces de paix et de casques bleus. La mission, la vocation d'un organe des Nations Unies n'est pas par son appellation, mais par son mandat, par sa fonction. Donc à partir de là, la fonction de la MINURSO aujourd'hui, elle est bien citée, c'est qu'elle a été reconduite pour le maintien de la paix, non pas forcément pour compter des voix. Et surtout qu'il y a bien sûr le fait de mettre le trait et d'accentuer le trait sur des négociations directes entre les différentes parties sur la base bien sûr de cette proposition marocaine d'autonomie. Est-ce que c'est un coup de pression aussi le maintien de la MINURSO pour un an, coup de pression aussi pour l'application de cette résolution? Oui, ça pourrait être vu comme ça, effectivement. Parce que d'un point de vue juridique, on pourra justement débattre. D'où le fait que ne pas participer à ces discussions de contenu de l'autonomie entre les différentes parties. Quand on dit les différentes parties, faudrait-il rappeler que c'est le Polisario, et d'où son nom l'indique, c'est le Sakhir al-Hamra et Rio de l'Oro, qui sont des régions marocaines. Il faudrait-il aussi rappeler, peut-être que c'est l'occasion, que le communiqué fondateur de ce que j'appelle le parti du Polisario n'a jamais parlé de séparatisme. Donc c'est venu après. C'est venu après, donc il y a une espèce de travestissement de l'histoire. Faudrait-il rappeler aussi que c'est le Maroc qui a introduit la question du Sahara occidental à la 4e commission, et donc ça a été récupéré par autrui suite au renversement séparatiste qui s'est opéré au fil du temps. Donc ne pas discuter que ces acteurs directs ne discutent pas, qui ont été identifiés par les Nations Unies, ne proposent pas un contenu à l'autonomie, cela voudrait dire se mettre à l'extérieur de la légalité nationale. Faudrait-il rappeler que le Maroc a déjà mis en place à l'époque une commission consultative sur la régionalisation, juste après le 11 avril. Donc après le dépôt... Qui était présidé d'ailleurs par Omar Ziman à l'époque. Qui était présidé absolument par mon très cher professeur Omar Ziman, le conseiller royal, effectivement, et qui a produit donc un rapport qui était assez copieux, donc une proposition qui était assez copieuse. Maintenant, si la discussion va sur cette base par les autres, ou que ça soit tout est remis à zéro, non, à charge des différents acteurs de pouvoir se mettre d'accord sur ça, ou bien sur la base donc du produit marocain, parce que le contenu on en a un. Maintenant, si les autres parties ne sont pas d'accord, faudrait-il qu'ils se déclarent. En tout cas, le droit international les oblige de se déclarer, et je pense que vu leur position, aussi bien du très cher voisin algérien que la déclaration de l'un des responsables relations extérieures du Polisario, serait-il prêt à discuter en émettant quelques conditions qui sont un peu opaques, mais de toute façon, les déclarations ont été tout de même émises. Vous avez parlé effectivement de la médiation algérienne, mais j'ai cru entendre ou lire un responsable des relations extérieures du parti Polisario disant que serait-il prêt à discuter? Maintenant, est-ce que c'est le contenu de la CCR, de la commission consultative sur la régionalisation fournie en 2007, ou autre chose?
libre choix est-ce qu'il y a aux diplomates est-ce qu'il y a un enjeu d'agir. aussi là-dessus, justement, parce que le monde de 2007, le Maroc de 2007 et le Sahara et les provinces du Sud de 2007 ne sont pas le Maroc et les provinces du Sud de 2025. Est-ce que là-dessus, il y a ou pas, selon vous, une mise à jour d'un point de vue juridique 2007 2025. Oui, il y a eu déjà, d'un point de vue juridique, il y a eu effectivement une érosion mécanique ou un glissement sémantique réel. C'est-à-dire qu'avant, nous parlions que de deux options qui étaient ou bien l'annexion ou bien la séparation sur la base du grand principe de la Déclaration universelle des droits humains qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes tout de même arrivés à donner un contenu nouveau, un contenu révolutionnaire à cette notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui est celle de l'autonomie. C'est-à-dire qu'un peuple peut disposer de lui-même lorsque il est autonomiste. C'est en cela, permettez-moi une référence historique, c'est en cela que le défunt Abraham Serfati était un incompris. Il n'était pas forcément pour le séparatisme au Sahara, mais il était dans cette idée plus ou moins avant-gardiste d'autonomie. Il a été incompris et il l'a payé par sa chair. Mais aujourd'hui, ce principe a eu le courage d'être quand même inscrit dans le vocabulaire du droit international et inscrit dans une résolution qui effectivement est un tournant historique et épistémologique du conflit. Quand on prend effectivement quelques éléments de la proposition d'autonomie de 2007, donc c'est en dehors du régalien, le drapeau, la monnaie, l'autorité religieuse et spirituelle du souverain. Donc c'est partir sur une délégation, en tout cas, une organisation, une nouvelle architecture politique et administrative au niveau des provinces du Sud. C'est des pouvoirs aussi législatifs, exécutifs, la police qui ferait partie de cette architecture de modèle d'autonomie. Donc on est vraiment sur un changement de fond. Oui, nous sommes sur un changement de fond. Est-ce que là, d'un point de vue juridique, est-ce que là, il y a toute une réorganisation juridique qui va également s'imposer? D'ailleurs, j'avais écrit un article dans ce sens. Est-ce que le Maroc prendrait-il le défi de l'État régional? Donc de passer d'un État national, central, historique à un État régional. J'avais écrit ça dans le défunt, le journal hebdomadaire de notre ami Boubacar Jamia à l'époque en 2007. Et effectivement, nous avons des modèles voisins qui sont dans l'arc nord de la Méditerranée, qui sont semblables en matière de forme constitutionnelle, à savoir la monarchie parlementaire ou la monarchie constitutionnelle, qui est la Grande-Bretagne, ou le Royaume-Uni, qui eux-mêmes sont passés par une histoire de revendications séparatistes, et bien évidemment ils ont franchi le pas de l'État régional, où nous connaissons les lois sur la régionalisation en Espagne par exemple, ou les lois sur la régionalisation et l'autonomie en Grande-Bretagne. Le modèle écossais ou le modèle catalan pourrait éventuellement, ou andalou, pourrait éventuellement inspirer le Maroc, mais faudrait-il garder bien évidemment ses propres racines historiques pour pouvoir aller de l'avant dans ce rapprochement. Donc encore une fois, il y a eu un rapprochement inédit entre la légitimité historique sur les provinces du Sud et la légitimité internationale pour la première fois depuis 1974. Aujourd'hui, je pense que les acteurs mériteraient de faire converger justement les idées sur ces différentes légitimités et donc le contenu qui va. En tout cas, ça serait nouveau chez nous. Il n'y a pas de précédent. Donc avoir une région qui jouirait d'une autonomie, avec un parlement autonome, avec ses élus aussi, des élus locaux qui organiserait toutes les politiques en matière de sécurité, police en tout cas, éducation, santé, logement, impôt, fiscalité, la relation avec l'État central est à déterminer,
la régionalisation par rapport aux autres régions du Maroc, parce qu'il s'agira, bien évidemment, on ne peut pas aller sur le terrain de l'État régional sans une réforme constitutionnelle, sans une révision constitutionnelle. Donc, il faudra, ça sera la nature du territoire. Vous savez, un État, il est composé de trois grands éléments: territoire, population et pouvoir politique. Donc aujourd'hui, c'est le premier élément qui est le territoire, qui va éventuellement changer d'organisation. On n'est pas en train de parler d'une loi sur l'urbanisme. Nous sommes en train de parler de perception territoriale souveraine. Donc à partir de là, il faudra qu'il va y avoir, de par la logique juridique justement, une réforme constitutionnelle qui fera du Maroc un État cette régional. Option effectivement se produit, en tout cas se dessine et se précise dans les prochaines semaines ou les prochains mois, est-ce que ça voudra dire que les Marocaines et les Marocains de Tanger à La Guaira seront appelés à s'exprimer via un référendum pour ce changement constitutionnel? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça le process en fait? Et justement, il faudra aussi prendre en considération l'opinion publique marocaine dans ce processus de réforme constitutionnelle, car il se peut que nous ayons des courants au sein de l'opinion publique qui refusent l'autonomie. Il y a une rationalité internationale, mais il y a aussi une rationalité nationale. Donc à partir de là, il faudra peut-être que les différents acteurs de ce conflit et les organisations internationales prennent en considération aussi l'opinion publique marocaine. Nous avons des élites, donc aujourd'hui nous débattons sur la faisabilité de l'autonomie, mais peut-être que si nous soumettons la question à un référendum au niveau marocain, comme il s'est passé dans plusieurs expériences politiques où tout le peuple s'est prononcé sur l'autonomie d'une région donnée, ou l'indépendance d'une région. Donc, il se peut que cette réforme constitutionnelle puisse être un grand moment de débat national pour convaincre, pour justement rapprocher autre chose qu'est la rationalité internationale et la rationalité nationale sur justement cet élément essentiel de la constitution de l'État marocain. De l'État marocain, je rappelle que le 31 octobre, d'ailleurs, il a été décrété comme jour férié, fête de l'unité nationale. Est-ce que ça fait union, ça fait écho, ça va permettre aussi, donc vous dites, il y a cette fête, il y a ce jour aujourd'hui qui a été consacré historiquement et qui est devenu un jour férié pour consacrer l'unité nationale, et que du coup, ce qui va suivre après, on va être toujours dans le politique, mais beaucoup dans le juridique aussi. Modification de la Constitution, vous dites modification de la Constitution pour faire le pas vers l'État régional. Peut-être que l'État régional ne va pas se focaliser que sur les provinces du Sud, mais peut-être d'autres régions, pourquoi pas, ou tant qu'à faire, aller vers une régionalisation, aller vers une péréquation entre les différentes régions, qu'il y ait justement des solidarités entre les différentes régions pour alléger justement l'État central sur beaucoup de problématiques, notamment relatives aux services publics. Et donc là, il y a toute une ingénierie cette équation de déconcentration, décentralisation qui va revenir. Toute la logique fiscale de redistribution des richesses des différentes régions serait mise sur la table. Et aussi les questions, bien sûr, de sécurité locale de sécurité citoyenne, de sûreté nationale qui va être posée, sauf bien évidemment les questions relatives au régalien, et donc qui relèverait de la justice, de l'armée et bien évidemment de la diplomatie. Bien évidemment, pourrions-nous envisager une coopération décentralisée avancée de ces différentes régions. Mais en tout cas, les propositions qui ont été fournies par les différents travaux, notamment par la CCR, sont assez claires. Maintenant, depuis 2007, nous n'avons pas eu de réponse des autres acteurs. Nous ne connaissons pas leur avis sur cette question, à part un refus éternel et un refus insistant. Aujourd'hui, les Nations Unies leur refusent le refus. Si je me permets un jeu de mots, le refus de rester silencieux.
et les incite à rentrer dans le débat, chose qui me paraît avoir été acceptée, en tout cas dans les déclarations diplomatiques du cher voisin algérien, pourvu qu'il y ait réconciliation suite aux différents appels du roi du Maroc et des élites, conformes bien évidemment à une grande marge de l'opinion publique éclairée et intelligente des deux côtés. Et bien évidemment du parti Polisario qui lui a aussi s'est déclaré intéressé par un dialogue combien les conditions. Effectivement, vous avez parlé de parti Mouvement Polisario, c'est ma dernière petite question qui se pose aussi aujourd'hui. On l'a vu à la lumière d'ailleurs du sommet Union européenne, Union africaine de ce début de semaine qui se déroule en Angola. La question du statut juridique de la République sahraoui qui est membre de l'Union africaine, donc qui est invité beaucoup se disent. Ils sont invités à des sommets. Cette résolution 2797 se veut aussi, la consécration de la souveraineté marocaine, 2, la consécration du droit international, pour reprendre votre propos, et que 3, du coup, doit aussi déconsacrer, je ne sais pas si le terme existe, mais en tout cas, je vais prendre le risque de l'employer, mais l'existence même, le statut juridique même de la République sahraoui au sein d'une organisation panafricaine, donc continentale. Là-dessus, est-ce que là, il y a enjeu, Le droit international est une chose et le marketing politique est autre chose. Le droit international, il y a une 4e commission où le Sahara occidental est inscrite parmi les dossiers un peu en attente. Le représentant un peu en acteur de belligérance reste le Front populaire de la libération de Sahara al-Hamra, Rio del Oro, et comme son nom l'indique, ce sont des régions marocaines. Encore une fois, un conflit qui a été inscrit par le Maroc dans la 4e commission. Il y a aussi le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies qui dit que tout traitement de ce type de différend ne doit pas porter atteinte aux intégrités territoriales des nations constitutives des Nations Unies. Maintenant, ce que vous appelez, pas vous, mais ce qu'on appelle la République sahraoui, je pense que c'est un moyen de marketing politique, de pression politique de la part du Polisario, qui lui est un parti qui est reconnu internationalement et avec lequel on va certainement signer un retour au sein de cette résolution et donc de cette autonomie, mais il n'y a absolument aucun sujet de droit international nommé République sahraoui, surtout que, comme on l'a dit au début de l'émission, un alignement la entre le droit international, la notion fondamentale en droit international, c'est la reconnaissance, et cette reconnaissance ne reconnaît pas un autre élément fondamental qui est le sujet de droit international, qui est la République sahraoui, qui n'existe pas. On est devant un désalignement juridique entre la résolution des Nations Unies, le droit international et le droit exercé, en tout cas, l'organisation interne au point de vue politique, mais aussi juridique de l'Union africaine qui, elle, reconnaît. Donc, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que nous sommes dans les préambules d'un alignement, des alignements à venir? Tout à fait. Une fois que le processus d'adaptation et de maturation et d'alignement et d'assimilation des organisations dites continentales ou régionales avec la vitesse avec laquelle opèrent les Nations Unies n'est peut-être pas conforme. Je pense que c'est une question de quoi, de vitesse. C'est une question de vitesse et de temps, effectivement, parce qu'aujourd'hui nous avons un tournant épistémologique au niveau des Nations Unies, donc qui impose aussi bien dans le préambule que dans les alinéas de la résolution le plan d'autonomie et aussi la notion de souveraineté marocaine et incite les différents acteurs à discuter. Donc une fois qu'on arrive à une solution, les organisations continentales vont vouloir s'adapter, vont devoir s'adapter. Donc le sujet au droit international, ce qui est normal. Du statut de membre de l'Union africaine de la République sahraoui, c'est juste une question de temps, attendant que le processus c'est une organisation continentale qui a confié au Maroc. C'est une organisation continentale à laquelle nous avons bien fait de revenir, avec laquelle nous nous sommes réconciliés il y a quelques années. Le discours
du roi Addis Abeba était justement très significatif dans ce sens. Maintenant, les questions de décolonisation, les questions d'intégrité territoriale se traitent aux Nations Unies. Donc aujourd'hui, c'est une résolution du Conseil de sécurité. Le dossier est à la 4e commission. Devrait-il, suite à cette discussion, sortir de cette commission, bien sûr en respectant les principes de l'intégrité territoriale par le chapitre 6 et en respectant aussi la notion d'autonomie, la notion d'autodétermination des peuples qui aujourd'hui a été identifiée par les Nations Unies comme faisable par la notion d'autonomie ou d'autonomie avancée par rapport aux partis qui revendiquent la séparation. Merci infiniment. J'avais précisé au départ, avant même de vous présenter, un invité sensé pour donner du sens. Merci. Et encore plus de sens à ce format de débat 7e sens. Merci infiniment. Merci, c'était Rachid. Omar, alors je dis maître Omar Benjeloul ou je peux me contenter de Omar Benjeloul? Omar, c'est très bien. Omar, c'est très bien. Merci en tout cas infiniment à vous pour ces éclairages dynamiques sur le terrain juridique à la fois international et la consécration du droit international concernant la résolution 2797 qui n'a pas que une dimension historique, que une dimension politique. Là aussi, c'est l'expression du respect, en tout cas, et la consécration du droit international concernant la souveraineté du Maroc qui a été consacrée ce 31 octobre dernier. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. 7e sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.